activité. Donc, je me présente, hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Benjamin Dulon. Je représente donc Orange. Je remplace Eric Boz, qui est mon prédécesseur, hein. Je suis donc directeur des relations avec les collectivités locales, pardon, des Landes et également des Pyrénées-Atlantiques. Donc, normalement, vous avez dû recevoir en mairie un courrier avec mes coordonnées. Ce courrier aussi vous informe que votre commune a été présélectionnée pour intégrer le lot 3. L'objectif de cette réunion est donc de vous partager quelques éléments essentiels du projet de fermeture du cuivre et de recueillir vos éventuelles remarques et répondre à vos questions s'il y en a, et vous communiquer le planning ainsi que les prochaines étapes. En fin de réunion, j'ai collecté quelques questions qui m'ont été remontées pour lesquelles nous apporterons les réponses. Avant de commencer, je voudrais quand même vous apporter une précision importante, hein. Ce plan n'annonce en aucun cas la fin du téléphone fixe ou d'Internet, qui se poursuivent bien entendu, mais sur des réseaux plus modernes, hein, notamment la fibre, sur lequel vous êtes éligible aujourd'hui, la 4G Home, ce qu'on appelle, les liaisons satellites et autres. Et Orange a mis en œuvre les conditions nécessaires pour que l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les opérateurs d'infrastructures, opérateurs commerciaux, les élus et autres, puissent accompagner alors, chacun des Français, particuliers et entreprises dans cette transition. Et vous êtes concerné effectivement pour apporter aussi de l'information quant aux questions que vous aurez de vos administrés. Orange, en tant qu'opérateur commercial, accompagnera ses clients tout au long du processus en les informant aussi au plus tôt et régulièrement et en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Et chaque opérateur en fera de même avec ses propres clients. Okay, donc aujourd'hui, on intervient en tant qu'opérateur d'infrastructure sur le cuivre et je suis accompagné aujourd'hui de Xavier Thérobe qui gère ce projet de décommissionnement pour le département des Landes. C'est lui qui va vous faire cette présentation-là et donc je te laisse la main, Xavier, pour la continuité de cette réunion. Ça marche. Donc, Xavier Thérobe, je suis en fait à la direction des réseaux de la direction Orange du Grand Sud-Ouest. Et donc, j'ai en charge localement la construction du programme, le partage, l'animation. Et donc, du coup, je serai ici pour vous accompagner tout au long des différentes étapes du processus de fermeture du réseau cuivre, pardon. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on vous montre un petit peu les impacts, comment les communes ont été choisies, les prochaines étapes, comme vient d'expliquer Benjamin, et donc comment va se dérouler le processus de fermeture du réseau. Donc, la réunion de ce matin concerne 3 EPCI du département des Landes, donc le pays grenadiois, le pays d'Ort et d'Arigan et Terre de Chalosse. Donc, l'objectif de cette réunion de partage, c'est de vous partager les éléments essentiels du projet de fermeture du réseau cuivre, de vous montrer en fait les impacts sur vos communes, sur les territoires qui ont été présélectionnés pour intégrer ce 3e lot du plan de fermeture. Donc, on vous parle de lot, on va vous expliquer effectivement en quoi ça consiste. Donc, vous verrez qu'il y en a un nombre de 7. Surtout, ce qui va être intéressant pour vous, c'est finalement qu'est-ce que cela va changer en tant qu'élu ou collectivité locale, et donc les impacts pour vos administrés. Et surtout, ce qu'on va vous mettre en visibilité, c'est le planning et les prochaines étapes du projet. Alors, l'objectif de cette phase de partage sur les communes que nous avons présélectionnées pour intégrer le lot 3 du plan d'arrêt du cuivre, c'est de vous partager donc la liste des communes qui ont été préidentifiées, que vous puissiez, vous, de votre côté, signaler d'éventuelles interrogations ou des réserves sur les communes que nous proposons. Alors, cette phase de partage, elle a démarré le 7 juin, donc au lendemain de la réunion. Donc, en fait, l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms en France, est associée au projet, naturellement. Et donc, chaque fois que nous avançons dans le plan, il y a des étapes de validation. Donc, cette phase de partage pour le lot 3, elle a démarré le 7 juin, justement au lendemain de la réunion de la multilatérale ARCEP avec tous les opérateurs télécoms du 6 juin. Et elle se déroule jusqu'au 15 septembre. Donc, cette phase de partage, l'enjeu, c'est de recueillir tous les retours de l'écosystème autour des réseaux. Donc, naturellement, les élus locaux, les petites locales, les opérateurs qui déploient la fibre, les opérateurs commerciaux qui sont présents sur les réseaux cuivre et sur les réseaux fibre, l'ARCEP qui veille, vous verrez qu'il y a un certain nombre de critères réglementaires à respecter. Et puis, donc, nous embarquons aussi toutes les associations, différentes associations d'élus, notamment les AMF, les AMRF et d'autres acteurs dont vous verrez un petit peu derrière tout l'écosystème que nous embarquons. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est qu'effectivement, vous avez reçu un courrier qui a été envoyé, donc première quinzaine de juin, pour vous annoncer cette présélection sur vos communes. L'enjeu pour Benjamin et moi, c'est de vous partager tout le plan et puis de répondre à vos questions. Et vous verrez que donc cette phase de partage se termine le 15 septembre. Elle va être suivie par environ un mois
on va dire, de consolidation. Donc, les différents opérateurs, l'ARCEP, en fait, on recueille tous les différents retours et pendant un mois, en fait, on consolide ces retours. Et logiquement, nous devrions du coup confirmer la liste définitive des communes retenues dans le courant du 4e trimestre. Alors, on vise le mois de novembre. Donc ça, on n'a pas de date fixe encore à cette date-là. Voilà, l'idée, c'est de répondre à toutes les questions qui pourront avoir été soulevées pendant cette phase de partage qui dure durant tout cet été. Alors, les slides suivants, c'est une présentation un peu globale du projet de fermeture des réseaux cuivre. Donc, il y a un focus sur la modernisation des réseaux, le fait que c'est bien un chantier collectif, parce qu'en fait, c'est très loin de n'être qu'un chantier technique. C'est essentiellement pour nous un très gros chantier de relations commerciales entre les opérateurs commerciaux qui aujourd'hui sont présents sur les réseaux cuivre et sur les réseaux fibres en particulier, et donc un accompagnement de tous les clients finaux. Et puis, vous verrez qu'il y a vraiment un rythme de fermeture qui est progressif. Donc, vous allez voir effectivement comment le projet va se dérouler. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qui a conduit à ce plan de fermeture des réseaux cuivre, c'est que la France a lancé, sous l'égide du gouvernement français, un plan qui s'appelle France Très Haut Débit, qui prend fin 2025. Grâce à ce plan, aujourd'hui, il y a environ 34 millions de logements qui sont éligibles aux offres fibres en France. Donc, on est le pays le plus fibré d'Europe, sur à peu près un peu moins de 42 millions de logements au total. Donc, c'est une démarche à la fermeture des réseaux cuivre que nous ne sommes pas les premiers à initier. Enfin, il y a d'autres pays qui l'ont lancé, l'Espagne, la Norvège, la Suède ou l'Estonie. Je crois, Benjamin, qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, si tu veux le faire rentrer. C'est bon, Et je donc, gère, ouais. voilà. Et donc, ce plan de fermeture du cuivre, il fait suite aussi à l'évolution des usages. Ah, alors, il y a un écho sur un micro. C'est l'ORED. J'ai été déconnecté. D'accord. Donc, Benjamin, je crois qu'il faut que tu recoupes le micro. C'est bon, c'est fait. Parfait. Donc, on a bien vu pendant les phases de confinement et donc la dernière crise sanitaire en particulier, qu'il y avait eu une accélération très forte vers plus de débit, vers davantage de connectivité. Et nous, l'impact derrière, il a été vu très, très rapidement. C'est que donc aujourd'hui, plus de 50% des Français ont déjà migré sur le réseau fibre. Et donc, sur les 2 dernières années, 2021-2022, on a vu une baisse de, à nouveau, 18% du nombre de lignes actives sur le réseau cuivre. Et donc, pour diverses raisons, à la fois économiques, mais aussi environnementales, puisque gardez en tête qu'un accès sur fibre optique consomme 3 fois moins d'électricité qu'un accès sur un réseau XDSL, tout simplement parce qu'en fait, au niveau des équipements dans les réseaux, on est sur des gestions capacitaires qui sont beaucoup plus élevées en termes de fibres. Et donc, mécaniquement, avec la modernisation, on a aussi un impact fort sur la partie, justement, consommation électrique. Et en fait, au fur et à mesure que ces réseaux cuivre se vident, d'un point de vue économique, il devient de plus en plus cher à entretenir ces réseaux cuivre, avec derrière surtout des performances et donc des possibilités de connexion qui sont bien moins élevées que sur le réseau filaire en fibre optique. Alors ce chantier, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment un défi qui est collectif. C'est loin d'être simplement un chantier technique. Il y a différents enjeux, clients en premier lieu, en termes de communication aussi, pour bien expliquer ce qui va se passer. Un enjeu économique, institutionnel et environnemental, puisque l'intérêt pour tout l'écosystème, c'est que la migration sur les nouveaux réseaux se déroule dans des conditions parfaites et que les clients aient bien l'information et puissent être accompagnés vers leur migration sur les réseaux, en particulier fibre. Et pour un certain nombre d'entre eux, il y aura aussi des migrations temporaires ou définitives sur des réseaux 4G fixes ou éventuellement en satellite en fonction des raccordabilités des différents clients. Donc, nous, en tant qu'opérateurs propriétaires du réseau cuivre, nous avons, et donc ça, c'est moi qui m'en occupe, l'anticipation, la structuration, la communication sur le chantier jusqu'à l'arrêt complet du réseau. Donc, vous verrez que cet arrêt, il va se dérouler jusqu'à fin 2030. Donc, derrière, les acteurs que nous embarquons en premier lieu, ce sont tous les opérateurs d'infrastructures qui déploient la fibre et leurs délégants. Et donc, ces opérateurs ont la charge de déployer la fibre sur les différentes zones, de proposer aux opérateurs commerciaux des offres adaptées à leurs besoins. Et donc, les opérateurs commerciaux, eux, auront la gestion contractuelle et la communication, et donc toute la relation commerciale avec les clients grand public et professionnels sur tout le territoire où ils sont présents. Donc, c'est eux qui vont bien informer les clients, les accompagner pour basculer vers d'autres solutions
dans un délai qui est contraint, parce que vous verrez que d'un point de vue réglementaire, il y a des annonces très fortes qui sont faites avec des délais et donc différentes étapes que je vais vous présenter juste en suivant. Donc les clients finaux, l'objectif très clair des opérateurs commerciaux, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent migrer vers d'autres solutions. Et l'important, c'est que ça se fait dans un délai qui est défini. Alors, vous verrez, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, que nous avons aussi sélectionné vos communes, puisque dans les critères que nous avons retenus, on a retenu la maturité de la migration, c'est-à-dire en fait le fait qu'on ait déjà atteint un très bon niveau de migration des réseaux cuivre vers d'autres solutions techniques, en particulier la fibre. Alors, l'ARCEP, en tant qu'autorité qui régule les télécommunications en France, crée les conditions réglementaires qui sont adéquates, vérifie que les opérateurs respectent bien la réglementation, alors que ce soit au niveau technique ou au niveau des règles de la concurrence. Donc, les pouvoirs publics au niveau national, ils accompagnent cette transition écologique. Donc, vous verrez que nous associons les services de l'État et qu'il y a un certain nombre de kits de communication qui ont été définis avec eux. Il y a aussi eu donc des articles qui commencent à être publiés, notamment sur le site service-public.fr. Et puis vous verrez qu'avec la Fédération française des télécoms, donc c'est le dernier pavé ici, nous avons mis en place en fait une démarche d'accompagnement. Donc il y a notamment des kits de communication neutres, sans logo d'opérateur. Donc c'est bien l'objectif que la Fédération française des télécoms accompagne ce projet. Et donc derrière, l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est de vous montrer, en fait, vous, côté élus locaux, l'impact que ça pourra avoir, donc les relations que vous aurez avec les opérateurs, l'objectif d'assurer un accompagnement de proximité et d'information de vos administrés. Et c'est pour ça que dans les kits de communication, il y a beaucoup d'éléments qui vous sont destinés en direct, notamment des éléments avec des questions-réponses, des affiches que vous pourrez imprimer et afficher en mairie, des modèles d'articles pour mettre dans vos gazettes municipales ou des modèles d'articles que vous pourrez envoyer par mail à vos administrés si vous le souhaitez. Donc l'enjeu, c'est que vous ayez en fait à votre disposition tout ce qui vous permettra d'avoir une communication claire sur le sujet et les impacts pour vos administrés et donc pour les clients des opérateurs. Alors, Benjamin a recueilli quelques questions qu'on a mis à la fin du document et j'y répondrai. Alors, vous pouvez naturellement en poser au fil de l'eau, hein, mais donc il y a un certain nombre de questions qu'on a reçues auxquelles nous répondrons en fin de présentation. Alors, je vous disais que ce chantier, il a plusieurs grandes étapes. Donc, ici, les codes couleurs. En orange, ce sont les étapes que moi, en tant que directeur de programme de fermeture des réseaux cuivre, j'initie. Et en vert, ici, ce sont les opérateurs commerciaux. Donc, on parle souvent des 4 gros opérateurs que sont Bouygues, Free, SFR et Orange. Mais il y a aussi d'autres petits opérateurs hein, qui sont présents sur les réseaux et qui sont naturellement embarqués dans le projet. Donc, aujourd'hui, hein, fermer la cuivre, il y a on va dire 4 grandes étapes. La première, c'est que l'on notifie à tous les opérateurs présents sur le réseau cuivre en France l'arrêt de commercialisation des offres sur cuivre sur les communes qui sont sélectionnées. Ensuite, donc, il y a une fermeture commerciale. Donc, à la date de cette fermeture commerciale, nous arrêtons la commercialisation des offres sur cuivre. Ça veut dire qu'un client ou un administré qui arrive sur une commune après cette date de fermeture commerciale, il ne pourra plus solliciter d'offres cuivre auprès d'un opérateur. Il devra forcément passer par une autre offre technique. Donc, derrière cette fermeture commerciale, il y a une fermeture technique. Donc là, c'est vraiment la date à laquelle on arrête tous les services sur les réseaux cuivre. Et puis, la dernière étape, naturellement, ça va consister en la dépose d'une partie des équipements et du réseau, voire de l'intégralité. Donc, on en parlera plus en détail après. Donc, je vous disais qu'en France, il y a environ 42 millions de logements. Donc, vous voyez que fin 2022, sur ces 42 millions de logements, il ne restait plus que 15,8 millions de lignes cuivre actives. Et donc, l'enjeu pour nous, opérateurs qui possédons ces réseaux cuivre, c'est de faire en sorte que ces 15,8 millions de lignes actives aujourd'hui aient été intégralement migrées et que nous arrivions à 0 client sur cuivre fin 2030. Donc, il y a un gros enjeu avec les opérateurs commerciaux de migration vers une autre technologie avant l'arrêt de ces services pour que naturellement les clients ne soient pas coupés. Alors, je vous expliquais que ce plan se faisait sur 7 lots avec des dates de fermeture commerciale et technique. Donc, ce plan, en fait, il a d'abord été fait avec 2 phases. Une phase de transition avec des phases d'expérimentation où l'objectif a été d'initier les processus d'échange avec les autres opérateurs, de regarder un peu toute la communication qui était nécessaire. Donc, il y a eu un premier lot qui a été lancé en décembre de l'année dernière, avec une date de fermeture commerciale le 31 janvier 2024, donc dans moins de 6 mois aujourd'hui.
une fermeture technique le 31 janvier 2025. Donc, je vous expliquais que l'ARCEP mettait des conditions réglementaires sur l'accompagnement de ce projet. Il faut savoir que ces dates, on doit les annoncer avec 3 ans d'avance. Donc, la fermeture commerciale, elle doit être annoncée 3 ans à l'avance. La fermeture technique doit être annoncée 3 ans à l'avance, et avec à chaque fois 1 an de délai entre ces 2 dates. Et ça, ce sont des critères réglementaires. L'enjeu, c'est de permettre à tous les opérateurs de venir s'interconnecter, en particulier sur le réseau fibre qui sont déployés par les opérateurs FTTH, et qui puissent, en fait, à la date de cette fermeture commerciale, être présents sur les réseaux. Alors, sur les 2 premiers lots, qui étaient des lots expérimentaux dans la phase de transition, le délai de 36 mois n'était pas tenu. Donc, nous avons fait ce qu'on appelle des demandes de dérogation qui ont été validées par toutes les parties et par l'ARCEP. Donc, vous voyez que le deuxième lot, le lot 2, nous l'avons annoncé, il a été partagé avec les communes de mi-janvier à fin février de cette année. Il a été officialisé le 28 juin. Et donc, ce lot 2, il fait à peu près 4 fois la taille du lot 1. Donc, vous voyez que le lot 1 faisait 210 000 logements. Le lot 2 en fait 940 000. Alors, nous, sur ma direction, donc sur le Grand Sud-Ouest, donc sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, j'avais dans le lot 1 17 communes. Donc, il y en a 10 en Corrèze, 4 dans le département 17 et 3 dans le 31. Donc, on est venu compléter ce lot 1 sur 7 nouveaux départements. Donc, dans mon lot 2, j'ai 196 communes sur 10 départements. Et donc, vous, au niveau du département des Landes, vous êtes introduit dans le lot 3. Donc, ce troisième lot, la date de fermeture commerciale, donc ce coup-ci, on a bien tenu les 3 ans puisqu'on l'a annoncé en janvier de cette année globalement. Vous voyez que pour les lots 3 à 7, la fermeture commerciale sur le réseau cuivre aura lieu le 31 janvier 2026, donc juste après la fin du plan France Très Haut Débit, qui prend fin décembre 2025. Et vous voyez que les fermetures techniques vont s'échelonner. Donc, pour le lot 3, janvier 2027. Et pour les lots 4 à 7, les dates prévisionnelles, c'est novembre 27, novembre 28, novembre 29 et novembre 2030. Donc, ce que vous devez voir, c'est que le lot 3, c'est le premier lot qui rentre dans cette phase de fermeture en mode industriel. On va capitaliser sur l'expérimentation, donc tout ce qu'on a construit pour les lots 1 et 2. Et donc, je vous disais que sur le lot 2, donc sur mon territoire, j'ai 196 communes. Sur le lot 3, là, vous allez voir qu'on est sur un autre braquet, puisque je suis presque à 900 communes sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et au total, sur les 2 300 000 logements, j'en ai 550 000 qui sont sur mon territoire. Voilà. Et donc, vous voyez que le lot 3, il permet de faire la montée en puissance. On passe à 2 300 000 logements. Et en fait, quand on fait ici le cumul lot 1, lot 2 plus lot 3, on aura fait 8% du terrain de jeu. Donc là, on est vraiment dans un mode d'accompagnement ciblé des communes. Alors nous, moi, j'appelle ça faire. L'objectif, c'est vraiment qu'on fasse du cocooning vers nos clients. Vous voyez que par contre, à partir des lots 4, là, on passe sur 7 millions de logements au niveau du lot 4. Et les 3 derniers lots, donc on aura fait un quart du terrain de jeu en considérant les lots 1 à 4. Et les 3 derniers lots feront chacun un quart du terrain de jeu, puisque vous voyez que le lot 5 fera 10 500 000 logements, et donc on aura fait 50% du territoire. Le lot 6, 10 500 000 à nouveau, on aura fait 75%, et donc le lot 7, 10,5 millions, les 10 derniers millions, et on atteindra donc les 42 millions de logements pour viser le 100% fin novembre 2030. Voilà, donc le lot 3, on va capitaliser sur les lots 1 et 2, et l'idée, c'est qu'on avance sur le département des Landes et donc sur vos EPCI qui sont les premiers ciblés au niveau du département. Alors, ce document-là, ce slide-là, il explique comment en fait on sélectionne les communes. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, tous les ans, on refait un processus pour chacun des lots en capitalisant sur la phase de partage du lot précédent, sur les informations recueillies lors de la consolidation des différents retours, qui vont nous faire évoluer sur les lots suivants. Donc, chaque construction de lot se déroule en 3 étapes. Un processus de présélection, une phase de partage. Donc là, nous, sur le lot 3, nous sommes en plein dedans. Sur cette phase de partage se termine le 15 septembre. Derrière, une consolidation. Et après la consolidation, la 3e étape, c'est l'officialisation des communes. Donc, effectivement, aujourd'hui, là, nous sommes dans la phase 2, donc partage avec l'ARCEP, les opérateurs commerciaux, les opérateurs qui déploient la fibre et leurs délégants, et puis toutes les côtés locales qui sont concernés. Et donc, pour ce lot 3, si tout se déroule correctement, nous officialisons les communes définitivement retenues au mois de novembre. Alors, les communes, comment est-ce que nous les avons présélectionnées? Ça ne va pas vous étonner, hein, le premier critère, c'est le taux de disponibilité fibre pour les communes embarquées
au moment où on construit le lot. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de perspective sur l'avenir, on regarde au moment où on construit le lot, quel est le niveau de déploiement de la fibre. Alors sur le lot 1, ce taux au début était à 85%. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce niveau de disponibilité fibre. Donc à partir du lot 2, on a durci ce critère, on est monté à 95%. Et donc sur le lot 3, c'est le même critère. Donc ça veut dire que toutes les communes que nous avons embarquées sur le département des Landes dans notre lot 3 sont fibrées à minima à hauteur de 95% des logements existants. Derrière, il y a un gros enjeu pour nous, qui est de regarder les volumes de lignes cuivre encore actives et la manière dont les parcs progressent dans la migration. Donc sur les lots 1 et 2, nous étions sur des communes qui étaient à moins de 50% de lignes cuivre actives. Et donc il y a eu beaucoup de demandes des opérateurs commerciaux de durcir ce critère, parce qu'en fait, plus il y a de lignes cuivre actives au moment où on lance un lot, plus ça va nécessiter d'efforts et d'investissements de la part des opérateurs commerciaux qui vendent les services aux clients finaux. Et donc, pour le lot 3, pour vos communes, on a durci ce critère, on est à 40%. C'est-à-dire qu'au maximum, il y a 40% de vos logements qui ont aujourd'hui une ligne cuivre active. Donc ça, ce sont deux critères qui sont partagés avec tous les opérateurs dans les multilatérales qui sont pilotés par l'ARCEP et donc que nous utilisons en termes vraiment de critères techniques de base. Derrière, donc nous, on parle de modernisation des réseaux. Donc, je vous expliquais qu'il fallait qu'on arrive à faire vivre le réseau cuivre jusqu'en 2030. Or, le réseau cuivre a été déployé dans les années 70, en particulier pour les matériels du réseau téléphonique commuté. Donc, on a aujourd'hui encore quelques pourcents de clients qui ont un téléphone RTC. L'enjeu pour nous, c'est de faire vivre ce réseau RTC jusqu'à 2030. Et ça fait déjà un peu plus de 10 ans qu'il n'y a plus de matériel neuf qui est produit. Et donc, il est impératif pour nous, au fur et à mesure que nous avançons dans les lots, de pouvoir récupérer des matériels RTC. Donc, c'est pour ça que, en fait, au fur et à mesure que l'on avance, un des enjeux pour moi, c'est d'identifier des communes qui vont me permettre d'identifier des zones entières de centraux téléphoniques historiques d'Orange. Donc, on regroupe par parc de communes pour pouvoir fermer ces NRA, démonter des équipements à l'intérieur de ces centraux et nous en servir pour, en fait, entretenir le réseau cuivre jusqu'en 2030. Donc, c'est pour ça qu'on ne sélectionne pas les communes en tâche léopard. Hein. On travaille au niveau des EPCI. L'enjeu, ça va être de pouvoir, en fait, identifier les premiers centraux téléphoniques historiques que nous pourrons arrêter. Donc, ça nous permettra de mettre fin, donc de couper électriquement ces équipements et donc de diminuer notre consommation électrique, de récupérer du matériel et d'accompagner la migration vers les nouveaux réseaux. Alors, pour donner une petite idée, hein, il y a un peu plus de 36 000 communes en France, un peu plus de 15 000 centraux téléphoniques historiques d'Orange. Donc, vous voyez bien que, notamment en zone rurale, un central téléphonique, il couvre plusieurs communes. C'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas travailler au niveau des centraux, parce qu'en fait, on aurait du coup fermé des bouts de communes. Et en termes de communication, ça aurait été beaucoup trop compliqué à gérer. Donc, le choix que l'on a fait, c'est de dire, on prend une commune, on annonce sa fermeture au niveau des réseaux cuivre, et derrière, en fait, on va regrouper les communes par plaque. Donc, vous verrez que quand on va travailler sur le lot 4, on va venir en fait compléter les premiers EPCI qui ont été sélectionnés sur les Landes. Et donc, on va ajouter des communes voisines aux vôtres, de manière à identifier globalement les premiers centraux que nous pourrons arrêter. Tout, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Donc, dans les critères ensuite qui sont appliqués, il y a aussi des critères de concurrence et de représentation géographique des territoires que l'ARCEP nous a demandé de respecter. Donc, pour que les clients aient le choix et qu'il y ait de la concurrence au niveau des offres, l'ARCEP nous a demandé de n'embarquer des communes que sur lesquelles il y a au moins 3 opérateurs commerciaux d'envergure nationale qui sont présents. Donc, les 4 grands opérateurs commerciaux, je les ai cités tout à l'heure, c'est Bouygues, Free, SFR et Orange. Donc, ça veut dire que si vos communes ont été sélectionnées, c'est qu'à minima, 3 de ces 4 grands opérateurs sont présents sur vos territoires, donc sur le réseau fibre, de manière à ce que les clients finaux ils aient un choix de concurrence et qu'ils puissent choisir chez quel opérateur ils vont pouvoir être migrés. Alors, naturellement, le premier opérateur qui va les contacter, c'est celui qui aujourd'hui est titulaire des lignes cuivre. C'est-à-dire que si vous avez de la DSL chez l'opérateur A, le premier opérateur qui va vous contacter, c'est l'opérateur A. Mais ce n'est pas parce que vous avez une ligne cuivre chez l'opérateur A que vous ne pourrez pas basculer chez le B, le C ou le D en fibre optique. Ça, c'est vraiment à la main des clients finaux.
ils auront le choix de rester chez l'opérateur où ils sont ou de migrer vers un autre opérateur. Donc, l'autre chose que l'ARCEP nous demande de respecter, c'est qu'au fur et à mesure que l'on avance dans les lots, il faut que l'on embarque bien des communes de manière à ce que tous les opérateurs qui déploient la fibre soient embarqués dans le projet. Dit autrement, si un opérateur déploie 10% des lignes fibre en France, il faut qu'au fur et à mesure que l'on avance dans les lots, il ait 10% des logements qui sont fermés au réseau cuivre. Voilà, donc il y a un enjeu pour nous de représentativité et d'équilibre entre les opérateurs qui déploient la fibre au fur et à mesure que l'on avance dans les lots. Et donc, c'est le mélange de tous ces critères qui nous conduit à sélectionner les premières communes que nous avons embarquées sur le département des Landes. Donc, ça fait beaucoup de critères différents. Et effectivement, donc, il mélange pas mal de conditions différentes en termes de vision technique, de vision concurrentielle et de représentativité des différents réseaux fibres déployés. Alors, je vous disais qu'il y avait 2 dates clés sur vos départements, donc sur vos communes. Le 31 janvier 2026, c'est la date à laquelle nous ferons la fermeture commerciale des offres cuivre. C'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, plus aucune offre sur support cuivre ne sera commercialisée sur vos communes. Et donc, ça veut dire que plus aucun client ne pourra commander un service sur cuivre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un était, donc quelqu'un qui était un client, hein, qui était sur une des communes voisines, déménage sur vos territoires après cette date, il ne pourra pas faire de demande d'ADSL ou de ligne RTC. Il devra systématiquement faire une demande à un opérateur sur un autre réseau. Et de la même manière, si un client était chez un opérateur cuivre A et qui veut migrer vers un opérateur B, il pourra le faire, mais il devra migrer chez l'opérateur B sur un réseau qui ne sera pas un réseau cuivre. Et donc, l'enjeu principal de cette date, c'est qu'il faudra que nous ayons, donc c'est ça qu'il y a un gros partage avec les délégants, avec les opérateurs qui déploient la fibre, une disponibilité fibre qui s'approche des 100% sur la commune à la date de la fermeture commerciale. Et donc, un an plus tard, fin janvier 2027, là, c'est la date à laquelle on fermera techniquement les réseaux. Donc, c'est-à-dire qu'à cette date-là, les services sur le réseau cuivre seront arrêtés. Donc, les équipements seront coupés et donc tous les services qui étaient assurés par les réseaux cuivre seront stoppés. Ce qui veut dire que plus aucun client n'utilisera un service sur le réseau cuivre à partir de fin janvier 2027. Donc, l'enjeu pour tout le monde et en particulier pour les opérateurs commerciaux, ça sera d'avoir migré l'ensemble de leurs clients des réseaux cuivre vers une autre technologie possible. La première est très largement majoritaire, ça sera donc les réseaux FTTH. Et ensuite, derrière, il y a d'autres solutions techniques possibles. Alors, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 2 ans maintenant, l'État français a demandé aux opérateurs commerciaux de pouvoir garantir l'accessibilité à une offre très haut débit sur l'intégralité du territoire en France, donc métropole et dom-tom. Et donc, c'est pour ça que tous les grands opérateurs aujourd'hui ont déjà des offres 4G fixes ou satellites disponibles à leur catalogue, de manière justement à garantir cet accès à une offre très haut débit en dehors des réseaux optiques et des réseaux cuivre. Alors, au sens de l'ARCEP, le très haut débit, ça démarre à 30 mégas. Mais si vous avez un petit peu suivi l'actualité de ces derniers mois, aujourd'hui, que ce soit en 4G ou en satellite, on est des débits sur des débits beaucoup plus élevés, puisque les derniers offres satellites, notamment commercialisées en France, on est sur des débits qui atteignent même les 100 mégas, voire plus. Donc, on a des technologies aujourd'hui très haut débit, autres que la fibre, qui sont très avancées sur nos territoires nationaux. Alors, si on rentre dans le détail des 18 communes présélectionnées, donc vous voyez qu'il y a 5 EPCI qui ont été ciblés. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le pays grenadiois, le pays d'Orthe et Arrigans et les terres de Chalosse. Mais sachez qu'il y a aussi donc la com d'Aglo du Grand Dax et Mont-de-Marsan qui sont embarqués avec des premières communes qui sont aussi sur ces EPCI-là. Donc, l'enjeu pour Benjamin et moi, c'est de faire une photo globalement sur ces 18 communes. Donc, ça ne va pas vous étonner, vous retrouvez une carte avec à l'écran les EPCI qui sont ciblés. Donc, 18 opérateurs. Vous voyez qu'on embarque 4 opérateurs fibres sur ces 18 communes. Donc, Pixel Fibre, le SIDEC, Orange, donc sur en propre à Mont-de-Marsan, et Orange Concession, donc Grand Axe très haut débit sur le Grand Axe. Donc, sur chacune de ces 18 communes, les 4 grands opérateurs sont bien présents, donc Bouygues, Free, SFR et Orange. Ça représente au total un peu plus de 26 500 logements. Donc, je vous disais que la condition minimum, c'était qu'on soit fibré à hauteur de 95%. Donc, à l'heure où je vous parle,
97,3% de ces 26 536 logements sont d'ores et déjà éligibles aux offres FTTH. Et donc, nous, côté Orange Cuivre, nous discutons avec les 4 opérateurs qui déploient la fibre, de manière à ce que les 729 logements restants, en dehors de l'immobilier neuf qui va arriver d'ici dans le projet qui va être intégré, soient fibrés d'ici à la fermeture commerciale. Et donc, sur les 18 communes, on a bien des taux d'occupation des réseaux cuivre qui sont inférieurs à 40%. Voilà, donc on est sur des volumes de cuivre, des communes qui ont déjà en fait bien avancé en termes de migration du cuivre vers la fibre en particulier. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les communes. Donc, sur le pays grenadiois, donc il y a 3 communes. Alors, vous m'excusez si j'estropie les noms des communes. Bascon, Grenade-sur-l'Adour, La Rivière-Saint-Savin. Donc, vous voyez que ce document, il a comme objectif de vous montrer le nombre de logements qui sont aujourd'hui considérés comme étant déployés, donc les taux de couverture fibre. Et finalement, ça vous met en visibilité ce que l'opérateur qui déploie la fibre sur la commune, il lui reste à faire comme travail d'ici à la fermeture commerciale pour atteindre le 100% fibre. Donc, vous voyez que sur Bascon, on est à 435 sur 455. On est à 95,6%. Grenade, on est à 99,4%. La Rivière Saint-Savin, on est à 100% en termes de déploiement aujourd'hui. Donc, on a fait le choix d'embarquer des communes bien matures en termes de déploiement fibre et avec une migration vers le cuivre, du cuivre vers la fibre qui est déjà bien avancée. Alors, sur les pays d'Orthe et Arrigand, donc il y a 4 communes. Donc, Mouscardet, Stille, Estibeau et Osage. Et donc, on est sur des taux fibres à plus de 99%. Donc, vous voyez que le reste à faire en termes de déploiement fibre, il est assez faible. Et donc, l'enjeu, ça sera vraiment d'accompagner les opérateurs fibres pour arriver au 100%, donc à la date de la fermeture commerciale. Et pour finir sur la CC des terres de Chalosse, donc là, il y a 5 communes qui sont aujourd'hui déployées à 100%. Alors, à chaque fois qu'on parle du 100%, c'est sur les logements qui sont existants et publiés à la date. Alors, il y a un fichier qui fait foi en termes de déploiement, c'est un fichier qui est réglementaire, c'est ce qu'on appelle le fichier IPE. Et donc, l'enjeu pour nous, Orange, en tant qu'opérateur cuivre, c'est de suivre l'évolution des données qui sont publiées par les opérateurs qui déploient la fibre dans ces fichiers IPE, de manière, au fur et à mesure que, notamment, il y a des logements neufs qui sortent, parce qu'on suit les opérateurs fibres de la même manière qu'Orange le faisait sur le réseau cuivre, suivent les dépôts de permis de construire, que ce soit pour des bâtiments immeubles ou maisons individuelles. Et donc, effectivement… Xavier, je te coupe, oui. Je pense qu'il y a M. Romero qui demande à… alors… Vous avez une question? Je vous écoute. Oui, on a le taux de déploiement. Est-ce qu'on a un ordre d'idée du taux de raccordement derrière? Alors ça, effectivement, ce sont les opérateurs FTTH qui peuvent le communiquer. Moi, en tant qu'opérateur cuivre, je n'ai pas l'info. En revanche, l'idée, c'est que donc là, on fait un partage global sur la phase donc on est dans la phase de partage. L'idée, c'est que quand le lot 3 sera lancé, donc normalement au mois de novembre, et qui sera officialisé, vous verrez qu'on fera des réunions de lancement en présence des opérateurs FTTH. Et donc, effectivement, en général, à ce moment-là, ils donnent quelques informations sur justement les taux de pénétration de la fibre sur leur réseau. Alors, il faut garder en tête que si on cumule le cuivre et la fibre, on n'atteint pas 100% des logements. Ce qui se trouve qu'en France, en moyenne, on est sur du 30% de résidences secondaires. Alors, sur certaines zones de villégiature, notamment, ça peut même monter à plus de 50%. Et en fait, aujourd'hui, les Français, dans les résidences secondaires, ne prennent de lignes fixes, cuivre ou fibre, dans moins d'un cas sur 4. Ce qui veut dire que les résidences secondaires ont très peu de lignes cuivre actives et du coup, a fortiori, très peu de lignes FTTH. Ce qui veut dire que si vous cumulez le taux de pénétration de la fibre et le taux de pénétration du cuivre, vous ne serez pas à 100% des logements. Donc ça, il ne faut pas que ça vous étonne. Et donc, par rapport à votre question, vraisemblablement, il y aura des échanges avec les délégants et avec les opérateurs qui déploient la fibre pour faire des retours sur les taux de pénétration fibre. Moi, ce que je peux vous dire à minima, c'est que sur vos communes, si vous prenez donc le nombre de logements, vous voyez que par exemple sur Garé, il y a 109 logements, ben, sachez que dans tous les cas, il y a moins de 40 lignes cuivre actives, sinon la commune, je ne l'aurais pas sélectionnée. Voilà.
Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais effectivement, nous aurons des échanges et on va un peu parler après gouvernance, si vous le souhaitez, dans le projet, sur l'étape, une fois que le lot 3 sera officialisé. Donc, vous verrez qu'il y aura des échanges qui sont formalisés entre les élus, les opérateurs qui déploient la fibre et Orange, propriétaire des réseaux cuivre. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, il y a vraiment une... Oui? Oui, c'est OK, oui. OK. Donc, vous verrez qu'il y a vraiment une segmentation dans les rôles, de manière à ce que nous, Orange, opérateurs cuivre, on accompagne bien tous les opérateurs commerciaux et que tous les opérateurs commerciaux aient bien la même information qui leur soit fournie. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand les communes, donc sous réserve que les 18 communes soient validées, elles seront officialisées au mois de novembre. Donc, dans la foulée, nous mettrons en place ce qu'on appelle des comités opérationnels locaux. Donc, il y a un chef de projet cuivre local qui sera nommé. Il se trouve que sur votre zone, il est à Saint-Paul, il est dans l'agglo de Dax. Donc, c'est Fabien Durquetti qui est en congé, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et donc, c'est mon chef de projet opérateur cuivre local pour toute la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Et donc, Fabien, en fait, tous les mois, il accompagnera les opérateurs fibres et les délégants qui sont présents sur les réseaux des Landes. Et dans ces réunions opérationnelles mensuelles, nous ferons un point. Donc, typiquement, là, sur cet agglo-là, on est à 100%. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais si je reviens en arrière, voilà, vous voyez que sur Bascon, on est à 435 logements déployés sur 455. Donc, en fait, tous les mois, dans les comités opérationnels de suivi, on regardera de la manière, donc dans les fichiers IPE qui sont publiés, comment les réseaux fibres avancent. Il y aura aussi un échange. Notamment, nous mettrons à disposition des opérateurs fibres ce qu'on appelle un recollement des réseaux. Donc, en fait, on prend les adresses fibres d'un côté, on prend les adresses fibres qui sont publiées par l'opérateur qui déploie la fibre dans son fichier IPE, on vient superposer ces deux bases de données et on identifie les adresses qui matchent et les adresses qui ne matchent pas. Et donc, dans les adresses qui ne matchent pas, l'enjeu, c'est que l'opérateur fibre il puisse vérifier si éventuellement il y a eu un logement oublié, ça peut arriver. La plupart du temps, c'est surtout en fait des adresses qui ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des relevés de boîtes aux lettres souvent qui ont été faits dans le réseau fibre. Il y a aussi eu dans certaines communes des évolutions des noms de voiries. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est de s'assurer qu'il y ait bien une correspondance entre les adresses des réseaux cuivre et les adresses des réseaux fibres, de manière à ce que quelque part, en fait, on maximise l'équivalence et que quand un client, un de vos administrés, appellera son opérateur chez qui il est aujourd'hui présent, il puisse bien apparaître éligible et que s'il y a un défaut d'adresse, on puisse le corriger de manière à ce que son raccordement puisse être fait sans problème. Donc, dans les autres enjeux de suivi que nous aurons, il y a éventuellement le déblocage de certaines situations. Et donc là, vous, en tant qu'élu, justement, vous pourriez être amené à être sollicité. Je vais en citer deux. Ça peut être, par exemple, des accords syndics avec certains syndics d'immeubles qui n'auront pas encore été signés, puisqu'aujourd'hui, pour qu'un opérateur puisse déployer ce qu'on appelle la colonne montante dans les immeubles, il faut qu'il y ait un accord syndic qui ait été signé et validé lors d'une assemblée générale. Et donc, il arrive que certains accords ne soient pas encore signés, ce qui fait que les logements de ces immeubles sont bloqués commercialement. Et donc ça, typiquement, ça fait partie de choses que nous aurons à débloquer, donc avec l'opérateur fibre. Il peut aussi arriver qu'à certains endroits, il y ait par exemple des refus de plantation de poteaux dans le déploiement de la fibre. Donc dans ces cas-là, souvent ce que fait l'opérateur qui déploie la fibre, c'est qu'il vous associe soit pour essayer de débloquer la situation sur le parcours qui avait été identifié, soit pour éventuellement, par exemple, trouver un autre parcours qui permettra d'amener la fibre sur des zones où on ne l'a pas encore. Et donc, en particulier, vous voyez, Bascon, il y a 20 logements. Vous voyez que sur Grenade-sur-la-Dour, il en reste, si j'ai bien compté, 9. Et donc, c'est surtout aussi pour tout ce qui est immobilier neuf, de faire en sorte qu'on puisse bien accompagner les déploiements sur les communes qui sont embarquées dans le projet. Alors, du coup, justement, voilà, j'en ai un petit peu parlé. Aujourd'hui, en tant qu'élus locaux, alors vous êtes, que ce soit bien clair, vous n'avez pas un rôle de commerciaux ou de commercial. Ça, c'est bien l'opérateur commercial qui gère la relation contractuelle, qui est responsable juridiquement du contrat qu'il a avec son client. C'est bien à lui d'accompagner son client pour le faire migrer vers un autre réseau. En revanche, l'enjeu pour nous, au niveau opérateur cuivre, au niveau opérateur fibre, c'est qu'on puisse capitaliser sur votre connaissance du terrain
le fait qu'effectivement, donc j'expliquais, hein, faire en sorte que le déploiement de la fibre il soit complet et qu'on atteigne le 100% des logements le plus vite possible sur vos communes. Donc, vous avez vu que dans la liste que je vous ai présentée, il y a déjà un certain nombre de communes qui sont à 100%. Il reste encore quelques prises à déployer sur quelques communes. Et donc, l'enjeu, c'est qu'on puisse en fait compter sur votre proximité pour avancer sur ces déploiements. Et puis aussi en termes de communication. Donc, vous verrez que dans les kits de communication dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a mis en place avec la Fédération française des télécoms, on a aussi un guide à destination des élus locaux, puisque vous verrez qu'on préconise avec les auteurs commerciaux le fait qu'il y ait dans les différentes étapes d'avancement du projet des réunions d'information dans vos communes ou dans les EPCI. Donc ça, on verra avec Benjamin et puis avec vous comment on les organisera en présence d'opérateurs fibres, donc entre la fermeture commerciale et la fermeture technique, et donc qu'on puisse aussi répondre à des questions de vos administrés, naturellement, et qu'on mette vraiment toute l'information à disposition de tout l'écosystème en fait dans vos communes. Donc ça, ces kits de communication, on va vous les envoyer avec Benjamin. Vous verrez qu'il y a un glossaire et donc un kit qu'on a mis en place pour les maires du lot 1. De la même manière, on a préparé au mois de juillet une communication spécifique pour les maires du lot 2. Et donc, naturellement, quand le lot 3 sera finalisé, donc tout se passe bien au mois de novembre, vous verrez que le kit de communication, il y aura une personnalisation pour vous, élus locaux, qui appartenaient aux communes du lot 3. Et donc ça, avec Benjamin, on vous les enverra. L'enjeu, donc ces communications, elles sont vraiment pédagogiques et didactiques. L'objectif pour nous, c'est de répondre à un maximum de questions. En fait, au fur et à mesure que l'on avance dans le projet, donc quand on a rencontré les élus du lot 1, puis quand on a rencontré les élus du lot 2, et puis maintenant quand on vous rencontre, au fur et à mesure qu'on en a des questions, on essaie aussi de faire vivre, donc on a toute une base de questions-réponses que l'on alimente, qu'on fait évoluer. Moi, en tant que directeur du programme, j'interviens aussi dans les comités de concertation organisés par les préfectures. Donc, sur les Landes, il y en a eu un qui a lieu il y a quelques semaines et il y en aura sans doute à nouveau un d'ici la fin de l'année. Et donc, dans ces comités de concertation pilotés par la préfecture des Landes, naturellement, je viendrai aussi présenter l'évolution du projet. Et donc, ça sera d'abord, d'ici la fin de l'année, où est-ce que nous en sommes sur le lot 3. Et puis, en 2024, du coup, je viendrai présenter les évolutions avec le lot 4 et ainsi de suite. Alors, ce slide-là, il a comme objectif de résumer les grandes étapes. Donc, vous retrouvez ici les dates en abscisse. Donc, le 7 juin, le lancement de la phase de partage. Lors de la multilatérale ARCEP du mois de novembre, normalement, donc, on aura capitalisé sur tous les différents retours, puisque vous voyez que entre le 15 septembre, qui marque la fin de la phase de partage, et la multilatérale ARCEP du mois de novembre, on va consolider sur les retours des différentes parties prenantes. Et l'objectif, c'est que, hop, en novembre, si tout va bien, on officialise les zones qui auront été retenues. Fin janvier 26, la fermeture commerciale. Fin janvier 27, la fermeture technique. Et vous voyez que pour nous, les acteurs que l'on embarque, c'est bien tous les élus locaux et les télés locales, tous les opérateurs qui déploient la fibre et leurs délégants, et puis tous les opérateurs commerciaux. Et donc, à chaque fois, là, donc, on est dans la phase qui va du 7 juin à mi-septembre. On a beaucoup d'échanges avec tous ces acteurs-là. Alors, notamment les opérateurs commerciaux aussi, parce que leur côté délégant et côté opérateur fibre, les communes que nous avons sélectionnées, naturellement, avaient fait l'objet d'échanges en amont. Et donc, en fait, on avait sollicité les opérateurs d'infrastructure qui déploient les réseaux fibres pour recueillir les communes que eux jugeaient matures pour pouvoir intégrer le projet. Donc, de la même manière, on fera ça aussi sur le lot 4, de manière à sélectionner des communes voisines aux vôtres qui vont venir compléter la plaque du lot 3 dans l'objectif de pouvoir fermer les premiers centraux téléphoniques donc après la fermeture technique. Donc, du coup, j'anticipe un petit peu une des questions que vous avez posées. Vous voyez que la fermeture technique, elle va arriver en janvier 27. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, il n'y aura aucun démontage d'éléments techniques des réseaux cuivre avant l'année 2027, voire même l'année 2028, puisque le lot 3 sur les Landes, c'est le premier lot. On a travaillé sur 5 EPCI. Dans les 5 EPCI aujourd'hui, il n'y a aucun central téléphonique Orange historique que je peux fermer. Les premiers centraux téléphoniques que je pourrai fermer, ça sera après le lot 4, quand nous aurons sélectionné et validé les communes voisines aux vôtres qui vont permettre d'avoir en fait
une zone arrière complète des premiers centraux téléphoniques, ce qui veut dire que c'est vraiment à partir de ce lot 4 et donc de la fermeture technique du lot 4 qui interviendra, si je ne dis pas de bêtises, si je reviens sur le planning, c'est plus facile en visibilité, c'est novembre 2027. Donc, vous voyez que pour moi, les premiers éléments de réseau dans les Landes au niveau des réseaux cuivre qui pourront être déposés, ça sera à partir de l'année 2028. Donc, ces dépôts d'éléments de réseau, en premier lieu, on va déposer les armoires de sous-répartition. Il y a un certain nombre de câbles cuivre. Xavier, je te coupe, sauf erreur, je ne vois plus la présentation. Ah, pourtant, je partage toujours bien mon écran. Je vérifie. Bah, attends, je repartage. Est-ce que là, c'est à nouveau bon? Voilà, mets-toi en mode présentation. Oui, je me remets en plein écran. Donc voilà, j'ai fait exprès de revenir en arrière pour vous montrer effectivement le planning. C'est-à-dire que sur le département des Landes, pour moi, les premiers éléments de réseau, des réseaux cuivre que nous pourrons déposer, ça sera dans le courant de l'année 2028. Alors, naturellement, Orange possède du génie civil sur toutes les communes du territoire des Landes, que ce soit des conduites ou des poteaux. Et donc, tous ces équipements de génie civil, aujourd'hui, sont utilisés par les réseaux cuivre, mais ils sont aussi massivement utilisés par les réseaux fibres, mais aussi par les réseaux mobiles, puisqu'il faut savoir qu'un certain nombre d'antennes chez les opérateurs bénéficient de lignes optiques pour alimenter des antennes mobiles. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que, je vous disais qu'en 2028, nous pourrons commencer à déposer des équipements dans les Landes, que derrière, ces équipements-là, ils ne seront plus entretenus. Là-dessus, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que les poteaux demeurent propriété d'Orange, que nous déployons la fibre ou pas. Les poteaux, ils appartiennent à Orange. Orange continue à les entretenir. Et donc, nos plans de maintenance préventive et de maintenance curative perdureront dans le temps, que ce soit donc pour l'entretien des poteaux ou du génie civil. Donc, j'ai un peu anticipé sur une des questions que vous aviez posées. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, les circuits de signalement d'éventuels poteaux cassés ou autres, il n'y a rien qui change. Que l'on soit opérateur fibre ou pas, les poteaux nous appartiennent et nous les entretenons. C'est-à-dire qu'on a en fait une offre de location de nos infrastructures génie civil qui est mise à disposition des opérateurs qui déploient la fibre. Et donc, il existe des process très clairs d'entretien et de maintenance de ces équipements. Alors, Benjamin avait recueilli 6 questions. Je vous propose d'y répondre. Et puis, si vous en avez d'autres, naturellement, je les répondrai au fur et à mesure. Alors, la première question, pour les administrés qui ont à ce jour pas de connexion Internet, qui n'en veulent pas, par mes connaissances de l'informatique ou autre, parce que je vous disais qu'effectivement, on a encore aujourd'hui des clients. Alors, ça se compte, c'est quelques pourcents de clients qui n'ont que du téléphone. Donc, on entend du téléphone RTC, donc du réseau téléphonique commuté. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les 4 grands opérateurs ont des offres à leur catalogue différentes. Donc, en général, cette question, elle est posée dans les comités de concertation, en particulier par le préfet. Et donc, dans le comité de concertation des Landes, les opérateurs commerciaux étaient présents. Alors, je vais faire une réponse un peu synthétique des retours qui ont été faits, sachant que moi, je suis opérateur propriétaire des réseaux cuivre. Et donc, normalement, je ne mêle pas des retours que font les opérateurs commerciaux. Donc, il y a un opérateur commercial qui possède une offre sur fibre qui ne permet d'avoir que du téléphone dans des niveaux de prix et de conditions identiques aux tarifs du réseau téléphonique commuté. Donc, ce qui veut dire que sur vos communes, les clients qui n'ont qu'un téléphone RTC, ils pourront basculer sur une ligne fibre sur laquelle ils auront que du téléphone. Il y a donc un opérateur qui commercialise cette offre-là. Les 3 grands autres opérateurs n'ont pas d'offre équivalente avec du téléphone seul. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait le choix de garder à leur catalogue une offre triple play dans laquelle, effectivement, il y a de l'Internet et le téléphone inclus, mais ils n'ont pas à leur catalogue d'offres purement téléphoniques. Voilà, donc ça, c'est une des premières questions qui revient régulièrement. Donc ça, c'est un choix qui est fait par chaque opérateur commercial au niveau des offres qu'ils commercialisent. Alors, pour les administrés qui rencontrent des difficultés pour tenir la fibre dans leur logement, il y a un objectif très clair, c'est qu'on maximise le taux de raccordement. Donc là-dessus, vous verrez que dans les réunions mensuelles d'animation que nous aurons avec Fabien Durquetti, qui est le chef de projet local, donc qui discutera avec les opérateurs fibre qui déploient la fibre sur vos communes, il y aura un enjeu de suivi justement des taux de réussite de raccordement. Donc ça, ce sont les opérateurs commerciaux
donc Orange, Bouygues, Free, SFR, qui discutent avec les opérateurs qui déploient la fibre. Et dans le cas où le raccordement de fibre rencontre une difficulté, de manière temporaire ou définitive, les opérateurs ADSL, pour accompagner leurs clients vers la fibre, ils pourront être amenés à leur proposer une offre de substitution de manière temporaire. Alors, le plus souvent, l'offre de substitution qui est utilisée, c'est l'offre 4G Home, qui permet en fait de mettre en place très rapidement une offre avec de l'Internet et du téléphone, notamment en voie sur Wi-Fi sur les mobiles, pour que, en attendant que le raccordement de fibre puisse fonctionner, le client ne soit pas coupé. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On a beaucoup de retours sur les 7 premières communes, parce que je vous disais tout à l'heure que les lots 1 et les lots 2 étaient lancés. Je vous disais tout à l'heure, le lot 1, la fermeture commerciale, c'est janvier 2024. Mais on a déjà eu aussi 7 communes avant ça qui ont fait l'objet d'expérimentations sur lesquelles, justement, les opérateurs commerciaux ont testé ces solutions de substitution. Moi, j'appelle ça des solutions d'attente, pour accompagner les clients jusqu'à ce que la migration fibre se soit correctement déroulée. Alors, Benjamin, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Voilà. Alors, effectivement, je ne sais pas alors si Madame Gomez voulait interagir directement. Sinon, dans le chat, vous indiquez effectivement que les lignes sont éligibles, mais pas l'infrastructure adéquate. Peut-être que vous pouvez ouvrir votre micro pour préciser. Donc, ça veut dire que donc on voit bien que le logement est éligible, mais quand ils arrivent pour mettre la fibre, il y a des traversées de route qui ne sont pas prévues. Donc, on a plusieurs logements comme ça où l'infrastructure ne va pas juste au bord de leur ligne, enfin, de leur effectivement, c'est une question qui revient régulièrement. Donc là-dessus, ça fait l'objet de clarification. Alors, l'ARCEP met en place des critères réglementaires. La réglementation actuelle prend fin le 31 décembre de cette année. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une analyse de marché qui est en cours actuellement, dont les comptes rendus sont disponibles sur le site de l'ARCEP. Alors, c'est assez technique, ça fait plusieurs centaines de pages. Ce que vous devez retenir, c'est que l'enjeu pour l'ARCEP, c'est de faire évoluer la réglementation des réseaux, cuivre et fibre. Et donc, dans l'analyse qui est en cours et qui permettra la mise en place d'une réglementation nouvelle à partir du 1er janvier 2024, il y a des clarifications qui sont attendues sur ce que vous précisez, et notamment, en fait, les opérateurs qui déploient la fibre, leur responsabilité, c'est d'amener les réseaux au pied, donc au droit du terrain privé de chacun des clients finaux. Ce qui veut dire que ce que vous citez, quand il y a des traversées de route, là-dessus, il y aura des échanges avec les opérateurs FTTH. Donc nous, effectivement, quand vous aurez connaissance de cas clients comme ça qui sont coincés, vous pourrez les remonter vers l'opérateur fibre, vers Benjamin, vers Fabien ou vers moi. Et nous, dans les réunions de suivi mensuelles que nous aurons avec les opérateurs FTTH, qui sont présents sur vos communes et qui déploient les réseaux fibres sur vos communes, nous aurons la charge de voir avec eux comment résoudre ces cas-là. Et l'enjeu, c'est qu'effectivement, vos administrés puissent avoir la fibre qui arrive au droit de leur terrain et qu'ensuite, effectivement, on puisse utiliser les infrastructures. Donc, souvent, c'est des gaines sur les terrains privatifs ou d'autres solutions. Et ça peut arriver aussi qu'il y ait des poteaux. Dans les Landes en particulier, il y a souvent en fait des terrains qui sont assez longs avec des propriétés, notamment agricoles ou autres, où on a des réseaux en aérien sur la partie privative. Donc, tous ces sujets-là, ils seront l'objet d'un suivi. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est que ce sera qu'on arrive à bien identifier les cas qui peuvent être bloquants et qu'on les traite de manière à ce qu'entre la date de fermeture commerciale et la date de fermeture technique, on puisse arriver à résoudre ces cas et que les clients soient bien raccordés en fibre. Alors, il y a une autre question ? Il y a un commentaire, donc à partir de janvier 2024, pour vous indiquer ces problèmes, ce qui veut dire qu'à partir de janvier 2024, il y a la réglementation ARCEP qui risque d'évoluer sur tout ce qui est adduction au droit des terrains. Non, alors en fait, elle ne va pas évoluer parce que aujourd'hui, c'est déjà très clair, mais il y a un certain nombre de sujets, enfin, comment dire ça ? Certains opérateurs fibres n'ont pas forcément la même politique sur les différents réseaux au niveau national. Et le sujet que vous mentionnez là, pour nous et pour l'ARCEP, c'est un sujet majeur dans le cadre de la migration, de l'arrêt des réseaux cuivre et de la migration des clients vers la fibre. Et donc, effectivement, là-dessus, pour moi, la réglementation, elle ne va pas évoluer. Simplement, il va y avoir un rappel très clair sur les périmètres des responsabilités de chacun. Et donc, pour moi, le gros avantage
d'être dans le lot 3, c'est qu'on est sur des petits volumes de communes. Vous avez vu, les Landes, c'est 18 communes. Donc, ça va nous permettre de vraiment rentrer sur vos communes dans les cas qui vont poser difficulté. Parce que l'objectif, c'est que là, quand on est sur des petites volumétries de communes, on puisse traiter vraiment en mode accompagnement fin les cas qui bloquent. Parce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, on est sur ce lot 3 sur un peu plus de 2 millions de logements. Le lot 4, c'est 7 millions. Les lots suivants, c'est 10 millions de logements. Donc forcément, on sera plus sur les mêmes échelles de volume. Et donc, l'enjeu, il est très clair, hein, c'est qu'on profite des premiers lots, et donc sur les lots 1 et 2 en particulier, pour résoudre ce que vous venez d'expliquer comme difficulté, de manière à ce que derrière, dans les lots où on sera dans des volumes beaucoup plus forts, on va dire que ça soit traité de manière très claire et que les blocages soient bien levés. Voilà. Donc pour moi, en fait, aujourd'hui, hein, les lots 1, 2 et la réglementation qui va être mise en place à partir de janvier 2024, ça va nous permettre de vraiment clarifier le rôle de chacun et de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de cas qui vous reviennent côté élus locaux et maires, et qu'en fait, les opérateurs fibres qui déploient la fibre sur vos territoires, ils gèrent ces cas-là en amont. Alors, sur les ERP, c'est une question qui revient. Donc, les ERP, hein, ce sont les établissements recueillant du public. Donc, effectivement, il y avait une réglementation spécifique aujourd'hui qui existe, qui demande à ce que, notamment dans les ascenseurs, dans les gymnases, dans d'autres équipements de ce style-là, il y ait une ligne fixe active. Alors, ça, c'est quelque chose qui devrait évoluer. Ça fait l'objet aujourd'hui d'échanges avec les services de l'État. Donc, d'ici janvier 2027, très clairement, la position aura changé. Il y a un certain nombre d'acteurs, et donc notamment, c'est déjà le cas dans les ascenseurs. Vous savez que dans les ascenseurs, il y a toujours une ligne de secours qui est disponible. Mais de plus en plus, aujourd'hui, cette ligne de secours, elle est sur les réseaux mobiles. C'est-à-dire qu'en fait, l'ascenseur est équipé d'un boîtier avec une carte SIM qui fait que quand un usager a besoin de faire appel au service de secours, il passe par la ligne de l'ascenseur et cette ligne passe par les réseaux mobiles. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être, donc la position sur les ERP, hein, c'est quelque chose qui devrait bouger dans les mois qui viennent, possiblement avec la nouvelle réglementation justement dont je vous parlais, qui prendra effet au 1er janvier 2024. Dans tous les cas, d'ici janvier 2027, les obligations de ligne cuivre actives sur les ERP, forcément, ça va changer. Voilà. Et donc, vraisemblablement, dans certains cas, il va y avoir une demande d'avoir une ligne téléphonique qui sera forcément sur fibre, ou une ligne qui sera, donc comme dans les ascenseurs, sur un boîtier avec une carte SIM qui passera par les réseaux mobiles. Sachant que pour ces lignes-là, quand vous appelez les secours, hein, c'est comme quand vous avez un mobile, n'importe quel mobile, hein, que vous soyez client Bouygues, Free, SFR ou Orange, si vous faites le 112, le mobile, il se connecte à l'antenne la plus proche, que ce soit une antenne de votre opérateur ou pas. Dit autrement, hein, vous êtes client Orange, vous êtes dans une zone où le réseau Orange ne passe pas, vous tapez le 112, il y a une antenne d'un autre opérateur présent sur la zone, votre appel il va être acheminé par l'antenne mobile qui est à proximité. Donc ça va faire l'objet effectivement d'une évolution. Et donc je pense que sur les ERP, nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous ferons la réunion de lancement des communes du lot 3, quand la liste officielle aura été annoncée. Normalement, tout se passe bien en novembre. Donc effectivement, sur les ERP, ça va bouger. Alors, le point 4. L'acteur qui connaît les besoins de son client, que ce soit un client grand public ou un client professionnel, c'est bien le titulaire du contrat existant. Donc, c'est bien pour ça que, quand vous lisez Benjamin en introduction, chacun de vos administrés, donc chaque client qui a un service télécom sur vos communes, va faire l'objet d'une communication en premier lieu par l'opérateur commercial qui est le titulaire de son contrat. Et c'est bien cet opérateur commercial qui va contacter son client pour discuter avec lui de ses besoins et qui va l'accompagner. Alors, c'est forcément, pour les clients grand public, c'est moins difficile l'accompagnement que pour un client professionnel. Mais effectivement, aujourd'hui, donc un client professionnel, par exemple, hein, qui a une offre avec une liaison SDSL professionnelle, avec un PABX, hein, on va dire un central d'appel, il va faire l'objet d'un accompagnement par les services entreprises de son opérateur, qui va regarder avec lui la meilleure offre qui correspond à ses besoins et pour pouvoir lui proposer justement donc une évolution
de son offre et des services dont il bénéficie pour pouvoir les accompagner. Donc, effectivement, hein, par rapport à votre question sur le point 4, c'est bien, c'est pas vous êtes en tant qu'élu local, vous n'êtes pas le commercial qui va gérer cette relation. C'est bien le client commercial titulaire du contrat, donc l'opérateur commercial, qui va appeler son client et qui va faire un point avec chacun de ses clients. Et donc, les opérateurs commerciaux, eux, derrière, ils discutent avec chaque opérateur fibre qui déploie la fibre sur vos communes, de manière justement à regarder les clients qu'il a dans sa base client, comment il peut les faire évoluer. Si jamais, donc on a vu tout à l'heure, il y a encore quelques lignes qui ne sont pas encore tout à fait raccordables à date sur la fibre. Voilà. Donc cette relation-là, pour être très clair, c'est l'opérateur commercial qui la gère et c'est lui qui est juridiquement et contractuellement responsable de l'accompagnement de son client. Donc, le point 5, on en a pas mal discuté. Donc, vous avez vu effectivement qu'il y a encore quelques foyers sur lesquels le réseau fibre ne sont pas déployés. L'enjeu, il est très clair, c'est que d'ici à la fermeture commerciale, les opérateurs fibres aient terminé le déploiement de leur réseau. Et donc, après le 1er janvier 2027, j'ai un peu anticipé la question tout à l'heure, c'est ce que je vous expliquais. Donc, les communes du lot 3 sur les Landes, il y en a 18. Elles ne me permettent pas à date d'identifier les premiers centraux que je pourrais éteindre. Tant que je n'ai pas de centrale historique orange que je peux éteindre, je ne peux pas déposer de ligne cuivre, puisqu'effectivement, les réseaux cuivre qui passent sur vos communes, ils alimentent vos administrés, mais ils alimentent aussi des communes voisines. Et donc, tant que les communes voisines ne sont pas elles aussi arrêtées, du coup, les centraux ne pourront pas être éteints. C'est pour ça que je vous disais que vraisemblablement, sur vos EPCI, les premiers centraux téléphoniques, je pourrais les arrêter à partir du lot 4. Et donc, les premières déposes d'équipements dans les réseaux cuivre, elles devraient intervenir à compter de l'année 2028. Et donc, souvent, la question que j'ai derrière, c'est comment ça va s'échelonner. Donc, forcément, les dernières communes sur les Landes seront stoppées en novembre 2030, ce qui veut dire que la dépose des réseaux cuivre, ça va perdurer après 2030. Et aujourd'hui, hein, on ne sait pas encore vous dire exactement quand est-ce que ça finira. Est-ce que ça sera en 2031, en 2032, ou est-ce que ça prendra plus de temps? Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour que je puisse vous donner une date de fin de dépose des équipements des réseaux cuivre. En tout cas, le premier enjeu, c'est dès que c'est possible, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les différents lots, donc pour moi, les Landes 2028, pouvoir stopper les premiers centraux, du coup éteindre les premiers équipements et derrière commencer les premières déposes sur vos territoires. Ok, très bien. Merci Xavier. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Vous pouvez ouvrir vos micros à ce moment-là. Je vais peut-être... Alors, participants, parce que j'avais coupé le micro de la mairie de Lorette. Donc, voilà, j'ai réactivé le micro de la mairie de Lorette. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou est-ce que les informations que nous avons apportées à ce stade-là sont claires? Alors, soit vous n'avez pas de questions et c'est très bien, soit vous n'avez pas désactivé vos micros. N'hésitez Moi, pas. ce que je peux dire en complément, Benjamin, c'est que le dernier slide qu'on a mis en annexe, que vous avez à l'écran là en ce moment, on vous y a regroupé en premier lieu le lien qui vous permettra, donc Benjamin vous l'enverra, hein, le lien sur lequel pour récupérer le kit de communication de la Fédération française des télécoms. C'est en particulier la plaquette que vous voyez ici. Je vais la mettre en plus gros, Benjamin. Donc tout ça, c'est disponible en ligne, c'est public. Comme vous le verrez, il n'y a pas de logo orange dessus. L'idée, c'est que la communication soit bien neutre. Et donc, vous voyez que dans ce kit de communication, il y a une plaquette pédagogique qui résume tous les enjeux de la fermeture du cuivre. Il y a une infographie qui permet de montrer un peu, d'identifier tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus. Il y a une affiche que vous pourrez récupérer et que vous pourrez imprimer pour mettre dans vos mairies si vous le souhaitez. Il y a une vidéo très claire que vous téléchargez et que donc vos administrés pourront récupérer aussi. Hein. Ce kit, il est bien public. Donc tous ces éléments-là sont publics, sont accessibles sur Internet. Vous y retrouvez donc des modèles de courrier et des modèles d'articles pour éventuellement vos gazettes. Et surtout, il y a une foire aux questions avec des réponses à toutes les questions que nous avons reçues dans nos différents échanges avec les élus ou même aujourd'hui avec des clients finaux, des opérateurs.
dans le cadre des premières communes que nous avons traitées. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu 7 communes qui ont fait l'objet d'expérimentation. Sur ces 7 communes, donc il y a notamment 6 sur lesquelles le réseau a été techniquement arrêté le 31 mars de cette année. Et donc, on s'est servi de ces expérimentations pour notamment rédiger des cahiers de fermeture du réseau cuivre. Donc là, les cahiers, autant le kit de communication, il est très pédagogique, il est à destination de tous les acteurs, autant les cahiers de fermeture technique, là, on a fait des cahiers qui sont plus techniques, qui identifient, donc il y en a 10, ils identifient en fait la gouvernance, l'identification des communes, le lancement des lots, les phases de fermeture commerciale et de fermeture technique. Ces cahiers, ils sont aussi